vais pas te mentir, frérot. Ouais, dis-nous honnêtement. Frérot, je voulais juste le tuer, frérot. Je vous parle sans filtre. Entre le temps où je me suis fait balafrer et le temps que je l'ai tué, j'ai failli le tuer 3 fois. Tout ça a commencé par une altercation. Et suite à ça, ben, je me suis retrouvé en prison. Ok. Parce que je suis arrivé à un point de ma vie où, tu sais, il faut faire face à la réalité et il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme ils sont, tu vois. Alors, pourquoi je suis arrivé en prison? J'ai eu un problème avec un mec parce que, en fait, de base, on va dire avec un gang. Ok. Parce que de base, j'ai galéré dans ma vie et tout. Normal. Mais j'ai toujours voulu m'en sortir, tu vois. Oh, normal. Donc pour ça, j'ai été à l'école, j'ai pu avoir mon diplôme et tout, malgré la difficulté de ma vie que je menais. Et j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler en tant qu'intérimaire. Et j'ai touché mon premier salaire. Et lorsque j'ai touché mon salaire, en fait, j'ai décidé de me faire plaisir, tu vois. C'était mon premier salaire, je galérais, donc je me suis dit, bon, là, c'est à peu près, entre guillemets, fini la galère. Je vais aller m'acheter des fringues, je vais aller me faire propre, mettre propre sur moi parce que vu que j'ai galéré et tout, ben, des fois, je marchais avec des chaussures trouées et tout. Ah ouais. Tu vois, j'ai pas peur vraiment de loin. J'ai pas peur de le dire, frérot. Normal, et les gens qui me connaissent, ils savent ça. Ils savent ça, je veux dire. Tu vois, donc c'est pas des paroles en l'air juste pour impressionner les gens, tu vois. Moi, j'ai connu une vie où je me baignais pour 20 centimes à Chicago. Et les gens qui connaissent ces endroits-là, ils vont te dire, t'as vu? Et même la dame, si elle me voit, elle va te dire, oui, je le connais, je me rappelle de ce jeune-là. Et des fois, j'avais même pas 20 centimes pour aller me baigner, frère. Ah ouais. J'avais même pas les 20 centimes pour aller me baigner. La dame, elle me voyait, elle me disait quoi? Mais non, mon petit, vas-y, tu peux y aller te laver. Punaise, mon frère, Tu vois? tu viens d'un endroit, mon frère. Frérot, je te jure que c'est que ceux qui ont senti cette douleur-là peuvent comprendre. Ouais, ils peuvent comprendre. Et pour ceux qui n'ont jamais senti cette douleur-là, eh ben, je ne vous le souhaite pas, les gars. Ouais. J'ai connu une vie, frérot, où je mangeais sardines et du riz tous les jours. Tu sais, juste pourquoi? Parce que je ne voulais pas aller voler. C'est une bonne chose. Tu vois? Ouais. C'est une bonne chose. J'aurais pu aller faire comme mes potes, aller voler, mais je me suis dit quoi, non. Tu ne veux pas faire l'école, avoir un diplôme et gâcher ta vie. Tu vois? Donc j'ai fait des sacrifices. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup plus souffert. Mais si je n'avais pas fait ce sacrifice-là, j'aurais peut-être eu de l'argent. Mais les conséquences auraient été plus dramatiques par la suite. Réel. Donc j'ai préféré souffrir comme ça, sachant que je travaillais sur moi pour évoluer dans ma vie, tu vois. J'avais même pas un endroit où faire le riz. Tu sais comment tu faisais du riz? Comment tu faisais? Je vais vous expliquer ça. Je prenais un bol, je mettais l'eau dedans, je lavais le riz, normal, et je faisais au micro-ondes. Donc tu sors vraiment de loin, mon frère. C'est pour te dire que lorsque j'ai eu mon premier salaire, tu t'es fait plaisir, normal. Tu veux savoir à quel point j'étais heureux, frérot? Ouais, j'imagine. Et vois? en plus, c'est de l'argent que tu as travaillé pour. Tu comprends? Ouais. J'étais intérimaire, j'ai déposé ma candidature et tout, des CV et tout. Et mon premier job qu'ils m'ont donné, c'était au CBCI. Ok. Ils m'ont donné un essai de 4 mois. De 4 jours, désolé. De 4 jours, c'est passé à 2 semaines. De 2 semaines, c'est passé à un mois plein. Bien. Ce qui veut dire que ça mon frère, j'avais la volonté, je savais ce que je voulais. Tous les matins, frérot, j'allais au travail à vélo. Et j'habitais à l'époque à Timir. Ce qui veut dire Timir, dégradé Cannes tous les matins à vélo. Tous les matins. Je devais arriver pour 7 heures. Tu vois? Même mes collègues avaient pitié de moi. Tu vois? Et dis-toi que je partais souvent chez moi sans petit déjeuner. C'était la S, mon frère. C'est dingue. C'est ce qui me sauvait. C'est quand j'arrivais au travail, des fois, ben, le matin, les mecs ils faisaient un petit café avant de commencer à travailler. C'était la première fois de ma vie où j'ai commencé à boire du café. Pas parce que je voulais, parce que c'était la seule chose pour me donner de l'énergie le matin pour commencer le boulot, frérot. Et tu faisais Timir, dégradé tu vois? Donc du coup, lorsque j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à me faire plaisir et tout. T'as vu, j'avais un poteau, c'est lui qui m'avait prêté le vélo de son fils pour aller au travail. C'était pas mon vélo. Hein. C'était même pas ton vélo, t'avais pas un vélo pour pouvoir aller. Voilà, tu vois. Et du coup, ben, en tant que mec reconnaissant, mon pote me donne son vélo, ben, je touche mon salaire, je vais le voir, je m'amuse avec lui. Ouais. Je vais le voir, on part, on achète des fringues, je lui achète des fringues et tout, on part en soirée, on s'amuse. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis un peu trop amusé. Et sachant que je galère et que je dois retourner au travail, je ne veux pas retourner à zéro quand même. Ouais. Je ne veux pas être bête. Ouais. Tu as eu ton salaire. Tu as voulu quand même un peu profiter parce que trop longtemps, tu vois, je comprends. Mais tu dois réfléchir un tout petit peu. Donc, j'avais 300 € en billets dans ma poche. Ok. Et j'avais 2 € en pièces. Et là, je me dis, frère, il faut te contrôler. Parce que quand tu seras dans la merde, c'est toi qui seras dans la merde. Tu sais d'où tu viens, fais attention. Donc, je me dis que ces 300 € là, je ne vais plus les toucher. En tout cas, pas pour aujourd'hui. C'est bon.
Et là, j'avais 2 € en pièces et mon pote me dit, allez, viens, on va quelque part. Je te jure, hein, il y a des gens qui vont dire que c'est souvent quand le mal arrive que vous dites que ah, j'avais un mauvais pressentiment. Mais crois-moi que ce soir-là, j'avais vraiment un mauvais pressentiment. Ouais. C'est comme si je veux y aller, mais une voix de ma tête me dit, oh, reste tranquille, c'est bon, on va nulle part. Mais bon, j'y vais. On arrive, il me dit, oh, je vais prendre un truc à boire. Et vu que moi j'avais les 2 €, je me suis dit, bon, ben, vu qu'il me reste 2 €, je ne vais pas devoir casser mes billets, je vais prendre à boire aussi. Ouais. Je prends une bière. Pendant que je prends la bière, il y a un mec qui arrive, il me dit, ouais, tu peux me prendre une bière, s'il te plaît? C'est lui le chef du gang, entre guillemets. Ouais. Je lui dis, mon ami, écoute, c'est pas que je peux pas te prendre une bière, mais j'ai pas les moyens ce soir, une autre fois. Il me dit, ouais, tu peux me donner une bière, etc. Parce qu'en fait, il faut te dire que c'est un gars qui me connaît. Okay. Et il a vu le changement. Okay. Donc, il doit se dire, ouais, bon... que tu veux pas, Et je joue au grand, ouais, au grand, maintenant que je travaille et tout. Tu vois, dans les gâteaux, c'est comme ça. Mais c'est pas ça, tu vois. Et je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas aujourd'hui, demain, tu me vois, dis-toi que je te dois une bière. Ok. Je payerai ta bière. T'as été en plus, tu lui as dit ça. Donc voilà. Vrai. Il me dit, je m'en fous, etc. Il a dit à la dame, regarde, envoie-moi des bières. Il a commencé à lui donner plein de bières et tout. Et après, il a commencé à envoyer des paroles, ouais, t'as vu, moi j'ai besoin de toi, si je veux des bières, j'ai qu'à demander. Donc je lui ai dit, mon frère, si de base, tu sais que tu peux demander, pourquoi tu me demandes à moi? Ouais. Il a mal pris. Après, il a mal pris, il a commencé à m'embrouiller et tout, il a commencé à envoyer des paroles, etc. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit derrière son pote. Son pote est rentré dans l'histoire. Alors son pote rentre dans l'histoire et tout. Au bout d'un moment, je pars, pour moi, c'est fini l'histoire. Hein. Je parle avec toi pour la bière, on a fini ça, je suis parti, t'es parti là-bas. Pour moi, c'est fini. On part tranquillement et je vois l'autre poteau qui vient, dans un petit vélo qui roule, qui passe entre nous et qui me pousse. Comme ça, alors qu'on parle, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Donc je lui dis, frère, qu'est-ce que tu fais? Tu nous vois me parler tranquillement, tu me pousses comme ça, il n'y a pas de respect, ça se fait pas. Mais moi, je n'ai pas pensé que c'est par rapport à la bière que monsieur est venu acheter l'histoire. Pour ça. Ça part en free-free, le mec il commence à un moment, il y a un qui vient par devant avec une bouteille, l'autre vient par derrière avec une bouteille. Et moi je pars regarder les deux, il y a un mec devant, un mec derrière, j'ai pas les yeux derrière la tête, tu vois. Donc j'essaye de cerner le bail et tout, qu'est-ce qui se passe, cerner tout le monde. Pendant que je le regarde, celui qui est derrière me fait un coup de bouteille. Aïe. Ça, c'est celui qui est passé avec le vélo. Ok. Il me donne un coup de bouteille dans ma tête. Bah pendant que je prends le coup, je tombe à terre. Du coup, je me retourne sur lui. Je me retourne sur lui, je me lève. Et là, on vient nous séparer entre temps. Quand je me lève comme ça, je lui mets un coup de pied. Il se lève en mode brusquement. Il court, il prend 2 bouteilles. Il arrive, il casse une bouteille à terre. Ah là, il veut te piquer. Voilà, moi je le fous une gauche droite. Gauche droite, je te jure, il dessous. Et mon pote qui est avec moi se met entre nous. Tu vois, il se met entre nous. Et en fait, pendant qu'il se met entre nous, il dit au gars, ouais, tu veux pas piquer mon ami comme ça, je veux pas te laisser piquer mon ami comme ça. Comme tu es devant moi, tu fais face à lui, moi je suis derrière toi, il envoie sa main derrière son dos. Et moi je vois l'homme arriver, et j'ai à peine le temps de faire ça comme ça, tu vois, que le gars, il m'attrape la bouche. Aïe. Et c'est ça qui m'a fait la cicatrice. La cicatrice que tu as là. Tu vois. Dis-toi que ma lèvre était déchirée en 2 et qu'on voyait mes dents sans que je rigole. Ah ouais. Et même là aussi, j'étais blessé. Tout ça à cause d'une histoire de bière de base. Tu vois, et dis-toi que j'ai pris 18 points de suture dans mon visage. Ah ouais. Tu vois. Ouais. À ce moment-là, je te jure, frérot. Dieu était en moi toujours. Hein. Mais j'ai accueilli. C'est le seul moment de ma vie, frérot. Que tu t'es plus senti contrôlé. Où j'ai plus donné ma vie au diable que à Dieu. Je vois ce que tu veux dire. Mon sang pissait comme ça et le mec il voulait quand même continuer à me faire du mal. J'ai mis mes 2 mains en l'air comme ça et je me dis, c'est soit toi, soit moi. Mais je ne me laisserai pas faire. Au bout d'un moment, il voit que je ne vais pas lâcher l'affaire, du coup je suis solide et il finit par partir. Les mecs ils arrivent pour m'emmener à l'hôpital et tout. Bon, certains ils ne veulent pas parce que je coule trop de sang, ils ne veulent pas me mettre dans la voiture et tout. Donc, et ensuite, je pars directement en salle d'opération. Ok. Donc on m'opère, et je te dis qu'on m'opère, je suis tellement énervé, j'ai la rage, je veux rien entendre. Le médecin me parle, je lui dis, hey, lui, je vais le tuer et tout. L'erreur en fait que j'ai fait, c'est de regarder mon visage pendant que j'allais me laver. À partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai un blackout sur la réalité, personne ne peut me raisonner, il n'y a rien qui peut me sauver en fait. Toi, en fait, tu veux avoir ta revanche avec ce gars-là. Frérot, je dis un truc honnêtement. Ouais. Je vais pas te mentir, frérot. Ouais, dis-nous honnêtement.
Frérot, je voulais juste le tuer, frérot. Je comprends. Toi, en fait, tu veux avoir ta revanche avec ce gars-là. Frérot, je dis un truc honnêtement. Ouais, Je vais pas te mentir, frérot. ouais, dis-nous honnêtement. Frérot, je voulais juste le tuer, frérot. Je comprends, c'est Et humain. Je voulais le tuer, mais salement. Je te parle au moment où ça s'est fait. Ouais, ouais, T'as vu? ouais, Je voulais juste la vengeance. ouais. Ça, je te dis la vérité, frérot. Je te mens pas. Hein. Je vous parle sans filtre. Entre le temps où je me suis fait balafrer et le temps que je l'ai tué, j'ai failli le tuer 3 fois. T'as failli le dire 3 fois? Voilà, il a échappé la mort Ouais. 3 fois. Alors, La première fois qu'il a échappé la mort, j'étais au pont Berlin assis. Et pendant que j'étais là-bas, qui je vois arriver, monsieur arrive sur le pont comme si c'est normal, il vient où je suis posé, il parle avec mon pote comme si de rien n'était. Moi j'étais à la rage, je ne veux même plus parler, beau-frère. Je le vois arriver, je lève, je suis sur mon engin, je démarre mon scooter, je rentre chez moi. Je prends mon fusil, je retourne là-bas. Je vois, il n'est plus là. Je me dis, s'il n'est pas là, vu le temps que j'ai pris pour rentrer chez moi, il ne doit pas être très long. ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne dans les périmètres de mon bloc. Je fais le grand tour du périmètre, je ne le vois pas. Je me dis, bon, dans ma tête, je me dis, entre le temps où je suis parti de chez moi et le temps que j'ai pris pour faire le périmètre, si je dois vraiment le chercher maintenant là, c'est qu'il est déjà arrivé un peu plus loin, tu vois. Donc, je ne vais pas faire le fou, je garde ma tête sur les épaules, je rentre chez moi, je dépose mon fusil, je dis rien à personne, je reviens, je suis posé. J'ai toujours la rage, frérot. Je regarde mon visage dans le miroir des fois et je pleure. C'est normal. Tellement j'ai la rage. Tous les jours, je pense à ce mec-là, je marche sur la rue, je pleure. Ah ouais, mais enfin, t'as Tu vu comprends? un truc, ouais. Je Ouais. pleure, frérot. Ouais. Et je me dis que j'ai travaillé dur, j'ai galéré. En plus, t'étais en train de t'en sortir à ce Frère. moment-là. Et le gars, il vient me faire ça pour rien du tout, alors que c'est même pas avec lui que j'avais le problème. Et je me dis que le gars, il n'avait rien à voir dans ça, j'avais rien avec lui. Et j'ai même pas dit non, on va prendre la bière, je lui ai dit une autre fois. Et je commence à penser au moment où je mangeais de la sardine, au moment où je me lavais pour 20 centimes, où ces gars-là me voyaient marcher avec des chaussures trouées, ils me donnaient rien du tout. Et toi, Et aujourd'hui, tu viens, tu me piques, frère. Alors que je n'aime pas prendre avec toi. Tu suis pas une structure gratuitement comme ça. Ouais. Là, je le rate la première fois. Un jour, j'arrive à Chicago. Je vais dans les bars à Chicago. Et je suis là avec mes potos. Et qui je vois? Ben, je le vois, lui. Il est là. Et il dit quoi? Il commence à envoyer des paroles en l'air. Ouais, moi, je m'en fous. Vous croyez quoi que moi, j'ai peur? J'ai peur de personne. Si vous voulez me tuer, vous pouvez me tuer. J'ai déjà fait ma vie. J'ai déjà des enfants dans la vie. Donc, je me bats les couilles. Le gars qui dit ça. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je me dis de ma tête à ce Et moment-là? t'étais là? Mais oui, je suis là. Je me dis que tu m'as déjà piqué. Sans raison. Tu suis pas une suture. Au lieu de me dire, mon gars, parce que tout le monde te dit que ce que tu as fait, c'est pas bien. Ouais. Au lieu de me dire, frérot, tu sais quoi? Je suis désolé, frérot. Tu sais, voilà quoi, j'étais peut-être un peu sourd. On avait bu, bon, j'ai pas fait exprès. Ouais. J'ai pas voulu te faire ça. Lui, il a joué sur le truc. Il a enfoncé le couteau dans Ouais, la le plaie. couteau dans la plaie, ouais, c'est ça. Et en fait, je suis là, je regarde le gars et je me dis, attends, donc tu m'as déjà fait tout ça et tu veux me dire ça? Je me dis quoi? Tu veux mourir? Ben, tu vas mourir, il n'y a pas de souci. Là, mon frère, le minimum de pitié que j'avais pour lui, en tant Ouais, qu'humain, de pitié, tu l'avais plus. Tu Je l'as sais pas. perdu à ce moment-là. T'as pas. vu que la personne ne regrettait même pas. voilà. C'est un jour, on était au Larivo. On est au Larivo, je suis avec mon pote. Donc moi, je le vois avec tous ses potes au bar. Et lui, il est assis sur le comptoir du bar. Tu vois? Et il fait face à la foule. Moi, je passe, je le regarde. Et je le regarde comme ça. Et je le vois exposé. En mode, j'ai qu'à venir, Ouais. prendre et mon faire- fusil, Ouais. mettre sur sa poitrine, Ouais. l'exploser. Ouais. Je le vois comme ça, je vais voir mon pote. Je dis à mon pote, écoute, là, je vais le tuer. Mon pote me dit, non, fais pas ça, va pas le tuer, non, fais pas ça. Lui, il est là assis, mais il ne sait pas que dans le fond de la salle, il y a mon pote qui me supplie pour sauver sa vie. Ouais, il sait même pas ça, ouais. Mon pote me dit, mais non, fais pas ça. Je lui dis, eh, regarde, je vais le tuer, frère, t'es fou. Et ça fait trop longtemps que je vais Ouais, le que tuer. tu tiens le truc. Ouais, et là, encore. c'est bon, je peux plus, il faut que je me libère de ça. Qu'est-ce qui se passe après? Mon pote me supplie à fond. Il me supplie à fond. Il me supplie à fond. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? J'écoute mon pote. Je me calme. C'est dur, hein? Ouais, c'est sûr. Mais je me calme. Troisième fois, non, là, c'est quand il est mort, là. Raconte-nous ça. Ouais. Voilà. Là,
ce soir-là, vu que mon pote, il m'a déjà empêché de le tuer, là, je me dis non, mon pote, je ne peux plus bouger avec toi. Dans ma tête, je me parle tout seul. Parce que je suis un gars, beaucoup ne savent pas, mais je me parle beaucoup tout seul. Tous les jours, je pleure, tu connais pas ma douleur, tu vois. Et mon frère, je pleurais quasiment tous les jours. C'est pas des lol. Je monte à Balata, j'arrive, je suis sur un scooter et je commence à m'endormir un peu parce que je suis arrivé un peu tôt. J'ouvre mes yeux au bout d'un moment, après, qui je vois? L'équipe qui arrive. Là, le sommeil est parti, plus de sommeil. Ils étaient plusieurs en plus. Toujours plusieurs, c'était un Ils gang. marchaient toujours avec ces gars en fait. C'est eux qui donnaient à Ok, l'époque, tu vois. ok, C'était leur gang ouais. qui donnait. Donc pour eux, Ouais. ils étaient tout permis. Le boss de Chicago, de Cahiers d'après eux, quoi. Ok. Hop, ils rentrent. Moi, je vois ça, je rentre aussi. Je rentre, je le vois en train de danser. Je vois le mec avec qui le truc a vraiment commencé. La guerre. Celui qui m'avait demandé Ah, la bière. celui qui a demandé la bière. Exactement. Je le vois, je le regarde comme ça. Mon frère, je le regarde avec un œil, un regard. Il voit la mort. Je sais qu'il voit la mort de mes yeux. Il n'est pas bête. Il est pas bête, ouais. Il a vu que le gars, il n'est pas là pour jouer. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré, frérot. Et il a laissé l'autre. Il n'a rien dit à l'autre. Il a rien dit. Il a senti. Il a senti, je le regarde. Eh, regarde, un De mec vient, il te ce regarde regard-là, comme c'était un ça, regard en mode mortel, ouais. venir, frérot. Ouais. Un regard qui te vise, mais pas seulement le visage, mais il essaie de traverser ton Ouais, visage pour arriver ouais. à ton âme. Ouais. Tu sens que le gars, il te regarde pas pour te regarder. Ouais. Là, Il te t'étais même regarde. plus toi, là. T'étais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu sens qu'il y a un truc qui te regarde. Là. Mhm. Je lance le regard du diable. Parce que je te jure, mon frère, j'étais envoûté, j'étais plus moi. Je comprends. C'était juste le mal qui parlait en moi. Donc il part, il laisse l'autre. Moi, je vais dans un coin, je regarde l'autre en train de danser. Il danse, il danse, il danse, il danse, il danse. Avec une meuf devant lui. Ok. Je le regarde. Là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas encore mon fusil sur moi. Mon fusil est dehors. Je sors de la soirée, je prends mon fusil, je rentre avec. Je le mets sur moi. Je retombe où j'étais, je dis à mes potes, les gars, écoutez-moi. Sortez de la soirée, ça va barder. Ok. Moi, j'ai besoin de personne, frérot. Ouais. Je suis un mec, Tu voulais pas les mettre dans les problèmes aussi. Tu T'as voulais compris? régler ton truc tout seul. t'as compris? Ok. Ok, je suis posé dans le coin comme ça. J'arrive, je le regarde et tout. Hop, j'enlève mon fusil, je mets dans ma main. Là, mon fusil est dans ma main maintenant. Il est plus caché. Mon fusil est dans ma main, je le vois. J'ai les yeux sur lui. Il pense que je ne le vois pas, mais je le vois. Là, je suis en mode prédateur. Je te mens pas. Le mode prédateur est activé. Pour moi, c'est un film, là. Comment Voilà. tu m'expliques, ouais. T'as vu? Mes potes connaissent mon tempérament. Ils savent que si je dis ça, c'est pas pour rien. Tout le monde sort de la soirée. Là, je suis seul dans mon coin, dans ma bulle. J'analyse tout. C'est Et dingue, dans ma tête, oui. tout le film se fait dans ma tête. Je le regarde. Frérot, écoutez-moi bien. Ce que je te dis maintenant là, c'est pas des lol. Je te jure sur ma vie. Je le regarde et j'analyse comment je vais l'approcher. Pour pas qu'il se rende compte que je l'approche pour lui faire du mal. Il faut que même s'il me regarde, je parais inoffensif envers lui. Pour pas qu'il ait le temps de réagir. Je commence à marcher comme si je suis défoncé. Comme si j'ai bu de l'alcool et que j'arrive plus à tenir. Tu vois? Donc je marche et je trébuche. Ouais, tu trébuches un Je peu. trébuche, Et les je gens le te vois, voient. mais je le regarde pas directement. Je fais les yeux comme ça, mais mon esprit est sur lui, mais mon regard n'est pas sur lui. Pour que si quelqu'un d'entre eux me voit, mais mon fils est déjà dans ma main. Ouais. Mon fils est dans ma main, mais je l'ai collé comme ça. Et vu Ouais. qu'il y a beaucoup de monde de la soirée backpool, Ouais. il ne peut pas regarder pour voir que c'est là. Ouais, j'ai compris. Donc je regarde, je marche, je l'approche. Je l'approche, je l'approche, je l'approche, je l'approche. Quand j'arrive devant lui, monsieur est toujours en train de danser. J'ai l'impression qu'il n'a même pas remarqué que je suis devant lui. Je bouge comme si je suis sous toujours. Je ne le regarde pas, mais je sais où je suis, je sais où il est. Il y a 3 messages qui arrivent dans ma tête. Hein. Le premier me dit tue-le. Le deuxième me dit non, ne le tue pas. Le troisième il m'a dit quoi? Tu sais quoi? Lorsqu'il t'a piqué, il n'avait pas pitié de toi, donc toi non plus, n'aie pas pitié de lui. Lorsque cette voix-là parlait dans ma tête, mon fusil était dans ma main droite, voilà, je l'ai pris, j'ai posé sur ma main gauche comme ça, j'ai posé à sa poitrine, tout. J'ai compris. Dis-toi que c'était à bout portant, ce qui veut dire que j'ai un canon scié, dedans, chevrotine, Ouais. tu vois, et dis-toi que personne n'a été blessé. Tu vois, parce que moi, je Au pas. moins, t'as blessé personne d'autre. Mais en fait, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour blesser des innocents. Je suis pas là pour bluffer non plus. Les gens tout le monde comprennent. compte sur lui, tout le monde compte sur tout le monde.
Tout le monde court sur tout le monde, ouais. Tout le Là, monde essaye de sortir. J'essaie de prendre mon fusil sur moi. Ouais. Le Je bois cache, ouais. du canoncier tombe à terre. Ouais. Mon fusil était dans ma main droite. T'as écouté la troisième. Voilà, je l'ai pris, j'ai posé sur ma main gauche comme ça. J'ai posé à sa poitrine. Tout. Direct. Lâché. Tout le monde court sur tout le monde. Tout le monde court sur tout le monde, ouais. J'essaie de prendre mon fusil sur moi. Ouais. Le Je bois cache, ouais. du canoncier tombe à terre. Ouais. Donc, je ne watch pas. Parce que si tu vas essayer de le ramasser, les gens ils vont essayer ils vont me courir dessus. Ok. Et il faut bien retenir ça parce que ça sera important Ok. pour la suite. Ok. Le bois tombe à terre, je mets le fusil sur moi, hop, je sors. Je prends mon scooter, frérot, une montée d'adrénaline comme j'ai jamais ressenti de ma vie. C'est comme si, je te mens pas, tous les problèmes que j'ai eu de toute ma vie, tout le mal que j'ai subi de toute ma vie, c'est comme si je me suis senti libéré de ça, frérot. C'est pas des lol, je dis la vérité. Ok. Ok. Je m'étais jamais senti comme ça, sans Ok. problème. Hop, je pars, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je me déshabille, je me lave. Avant de rentrer chez moi, je cache le fusil. J'enlève les vêtements, je jette à la poubelle, je me lave. Je sors de chez moi parce que je sais bien que si tu vois un truc, les policiers vont venir chez moi, les gars vont venir chez moi. Ouais. Donc je reste pas chez moi, je me barre. Ok. Je vais dormir chez un poteau. Hop. Après, le lendemain, je pars chez notre poteau, on cavale. La police laisse un numéro chez moi, je récupère le numéro. Là, je pars chez le poteau avec le numéro. Et je me suis dit, écoute, j'ai peut-être ma vie ici, j'ai pas envie de partir au Guyana. Et une fois arrivé là-bas, j'aurais peut-être, je sais pas, d'autres problèmes, ça va mal se finir. Ou bien que, tu vois, ça va peut-être me gâcher ma vie vu que je n'ai pas de vie là-bas, quoi. Donc je me dis, bon frère, écoute, assume tes conséquences de ces actes, rends-toi et au moins après ça, tu pourras refaire ta vie, sachant que tu as toujours vécu en Guyane. Tu vois, je me rends, ok, et je me dis maintenant, qu'est-ce que je fais, j'avoue ou pas? Ben écoute, je vais t'expliquer. C'est là que l'histoire du bois revient faire surface. Je me suis dit que même si je vais nier les faits, le bois est tombé. Et s'ils trouvent le bois, ils vont voir que maintenant on prend soin dessus. La personne que j'ai tiré dessus, il est mort avec une arme comme ça. Moi, si ils en prennent soin sur ce bois-là, c'est que sur moi j'avais une arme comme ça. C'est pas le hasard n'existe pas. Je me dis, bon, moi, ben, j'avoue. C'est pas avec les ondits qu'on m'aurait inculpé. Ouais. Du coup, j'arrive en prison, mandat de dépôt. J'ai même pas été jugé avant que mon accident arrive. Ouais. T'as vu? J'étais en mandat de dépôt toujours, j'avais même pas encore une date de jugement, j'étais déjà là plus de 1 an. Parce qu'il faut te dire que j'ai été inculpé pour assassinat. Tu vas mettre avec préméditation. Et vu la gravité de l'acte, comment ça s'est fait, tu as vu, donc ils m'ont mis en haut. Parce qu'en fait, eux, ils ont jugé par rapport à la dangerosité de l'acte. Ouais. T'as vu, ils se sont dit que ce gars-là qui a réussi à faire ça comme il l'a fait là, Ouais. c'est que c'est un gars qui est dangereux. Ouais. Écoute, un truc très important avant l'accident. Ok. Avant l'accident, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Et tous les jours, je me réveillais et je priais. Quand on a l'esprit dans notre corps, vu qu'on est motivé, on se sent fort, on n'est pas malade et tout, on se croit des fois intouchable. Tu vois, mais il faut te rendre compte que même si tu te sens fort, il faut avoir à cette réflexion pour te dire que si tu prends une tape sur tes pieds et que tu as mal, tu vas boiter. Tu vois? Si tu bois un truc et qu'il ne te va pas, ah ben toi tu vas vomir, toi tu auras mal, tu vas arriver à l'hôpital. Ton corps n'est pas aussi fort que tu crois que ton corps il est. Tu comprends? Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Pendant que j'étais en prison, il y a eu un conflit, si je peux dire ça comme ça, Ok. entre moi et un autre détenu. Ok. Et pendant ce conflit-là, il y a un ami qui est venu, qui est venu me tenir pour pas que ça aille plus loin. Ok. Et pendant qu'il me tenait, moi j'étais en colère et tout, je vais pas mentir, hein, j'étais en colère. Ouais, normal. Moi je voulais en découdre et tout. Ouais. Et moi j'ai essayé de sortir de l'emprise. Alors de base ils étaient à deux. Ok. Et en fait le problème c'est qu'il y avait un qui était costaud et l'autre qui était moins costaud. Ok. Et le plus costaud est parti et il m'a laissé avec le moins costaud. Ok. Et vu que j'étais énervé et tout, je lui ai dit bon regarde, lâche-moi et tout, parce que voilà quoi, je voulais retourner. Ouais, en découdre avec l'autre personne. Vu qu'il ne voulait pas me lâcher, il me disait ouais calme-toi et tout, moi j'étais énervé, je voulais rien entendre. Et je l'ai soulevé, et lorsque je l'ai soulevé, je l'ai envoyé en l'air. Ouais. Et en l'envoyant en l'air, je suis tombé sur ma nuque. Sur ta nuque? Voilà, et j'ai fait une chute en arrière, j'ai fait le coup du lapin. Ah. Et il est tombé, et il y a un truc qui m'a dit attention, il va tomber sur ta tête, tu vois. Et lorsque la voix m'a dit ça, j'ai essayé de mettre mes mains devant mon visage.
mais il est tombé quand même sur ma tête. Ah, ça fait coup du lapin, vraiment. Voilà, et du coup, non seulement la chute m'avait déjà impacté, Ouais. mais lorsque lui est tombé sur moi, ça m'a fait encore plus aggraver la situation, quoi. Tu sais, il y a des gens qui ont tendance à dire, ah, depuis le mec qui est arrivé, yo, il y a toujours qu'à utiliser les affaires, tiens, bois pour dire qu'il y a un monde qui fait ça, pour trouver un prétexte. Les gens, en général, veulent toujours utiliser tout ce qui est magie en tant que prétexte pour dire que c'est à cause de ça vois. qu'ils Je ont vois. eu. En fait, pourquoi moi, je peux me baser sur ça et pas forcément que sur ça. Parce qu'on pourrait dire que ce que j'ai vu dans mes rêves, c'est juste une illusion. Mais moi, je crois en mes rêves et ce que j'ai vu dans mes rêves, c'était vraiment tellement puissant que je sais. Parce qu'il faut te dire aussi que je n'ai pas seulement vu dans mes rêves. J'ai vu aussi lorsque j'étais au coma. Pendant le coma, j'ai vu encore d'autres choses. Donc, j'ai eu un accident, je suis tombé au coma. Et voilà quoi. Donc, si je dis que c'est par rapport à ça que c'est arrivé, c'est parce que j'ai vraiment T'as vu vraiment les vu choses. des choses. Tu es là, tu vis ta petite vie, mais tu n'as plus l'usage de tes jambes, ce ne sera plus jamais comme avant. Est-ce Pas que plus si jamais, mais jusqu'à nouvel ordre. on croit en Dieu, Voilà. Je priais avant et j'ai prié après. J'ai toujours prié. tu as Avant, toujours après. gardé la foi. Quand je marchais les rues, je traînais les rues, j'ai toujours prié. Ok. Si c'était à refaire, tu le referais. Tu sais, je vais te donner une réponse très intéressante. Parce que tu sais, souvent les gens, il y a des gens, ils ont tendance à toujours dire que ah non, ils n'auraient jamais fait. Mais ils le disent par rapport au regret. Tu sais, parce qu'ils vont te voir handicapé, ils vont se dire ah ouais, franchement, remettre tout ça là, franchement, si tu vois, c'était pour refaire. Vu comment je suis arrivé aujourd'hui, je n'aurais pas refait. Mais moi, je ne pense pas comme ça, tu sais. Moi, je vais te dire les choses franchement, comment moi je vois les choses. Moi, je me dis que si tu me remets à la même période de ma vie, dans les mêmes circonstances, la même situation, le même environnement, le même passé, le même présent, Ce sera compliqué de ne pas refaire. ça sera pareil, mon frère. Si je savais que j'allais finir comme ça, Peut-être pas. peut-être que non. Parce que Ouais. si j'ai fait ça, c'est que je ne connaissais pas le futur. Tu savais pas le futur, ouais. Tu vois. Mais je ne veux pas dire que je suis le meilleur exemple pour vous. Parce que moi, ma vie, déjà, si je vous dis ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste par rapport au vécu que j'ai eu et par rapport à ce que j'ai vu dans ma vie. Tu comprends? Mais est-ce que je suis l'exemple parfait pour vous? Non. Mais si je vous dis ça, c'est parce que j'ai envie que les gens, surtout les jeunes, comprennent que moi, je les ai faits et que ça ne vaut pas la peine. Tu sais, il y a des choses que vous avez et certains ont et que d'autres n'ont pas, que moi, je n'ai pas eu lorsque j'étais petit. Moi, j'ai grandi en foyer. Tu vois, je n'ai pas eu la chance de grandir avec mes parents. Ma mère, elle m'a emmené ici, j'avais 10 ans. Et lorsqu'elle m'a emmené ici, elle est entrepreneuse, j'avais 11 ans. À partir de 11 ans, j'ai commencé à traîner les rues. T'as vu? J'ai vu plein de trucs dans les rues. Ensuite, je me suis retrouvé au foyer entre 12 et 13 ans. J'ai été au foyer jusqu'à l'âge de 17 ans. Et après le foyer, je suis arrivé, j'étais en famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Ce qui veut dire que toute mon adolescence, je n'ai pas connu vivre avec maman, ni papa. Vous les jeunes qui ont la chance de vivre avec vos parents, d'avoir cet amour maternel, même si des fois les parents sont sévères, etc., ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. D'accord? Donnez du respect aux parents, donnez du respect aux anciens. Écoutez. D'accord? Parce que ce que vous avez aujourd'hui, moi je vous envie, moi. J'aurais aimé l'avoir quand j'étais petit. Et je n'ai pas eu la chance de l'avoir. Il se peut que je l'aurais eu, j'aurais peut-être pas été dans ma situation où je suis aujourd'hui. Parce que quand au foyer, les gens ils vont t'aider, mais ils ne vont jamais te donner l'amour qu'un parent va te donner. Certains vont le faire, mais dis-toi que toujours tu vois une personne différente. Et c'est une personne le matin, une personne l'après-midi. Et les gens sont là pourquoi? Pour travailler, pour faire de l'argent, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur foyer. Tu sais, souvent il y a des gens qui envoient des big up, mais qui ne pensent pas à leurs parents. Ils idolisent d'autres personnes plus que leurs parents, plus que leurs frères et sœurs, plus que leur propre famille. Tu vois? Donc moi ce que je veux dire, c'est big up déjà à mes parents, ma mère, mon père. Big up à Delano, surtout Delano, t'as vu? Franchement, c'est un gars qui a donné beaucoup de force aux artistes guyanais. Certains idolisent les Jamaïcains, idolisent les Américains, mais ici aussi on a des idoles. Ouais. Il faut les idoliser aussi. T'as vu? Big up à Itsu, d'accord? Parce que Merci, Itsu, c'est un autre gars qui fait un big travail ici. Avant Merci, d'idoliser les gens d'autres pays, idoliser les gens de chez vous. C'est vous qui allez faire Respect. qu'eux, ils vont pousser, qu'ils vont exploser. Tu vois? Donc arrêtez de donner de la force qu'aux autres. Donnez de la force aux gens de chez nous. On a besoin de ça aussi. Respect. On a besoin de vous.
hop, le bordel pète, je vais déjà expliquer ce qui s'est passé. C'est parti au free, mes potes sont venus me tenir, etc. Je l'ai soulevé, je suis tombé, que du lapin, etc. L'hôpital, normalement, logiquement, les pompiers, le SAMU arrive, etc. Alors, bonjour tout le monde, d'accord? C'est Falim. Et déjà, je tenais déjà à remercier les gens, hein. Remercier beaucoup les gens parce que franchement, big love. Pour ceux qui sont négatifs, c'est pas grave, je prends aussi. Parce que tu sais quoi, il faut tout pour faire un monde, tu vois ce que je veux dire? Donc on prend tout, avec du respect. Chacun a le droit de donner son opinion. Donc du coup, je ne suis pas là pour chercher à rentrer en conflit avec personne parce qu'il n'est pas d'accord ou parce qu'il me traite de criminel. C'est mon acte. Je suis qualifié de criminel même par l'État. Donc c'est pas devant vous que je vais venir chercher à me justifier. Ok, donc aujourd'hui, tu as vu que vous vous êtes beaucoup intéressé à mon histoire, je tenais aussi à vous expliquer mon coma. Par contre, avant de commencer de vous expliquer ça, les gens qui sont faibles spirituellement, qui savent qu'ils ont peur de certaines choses, qui ont peur d'entendre certaines choses, qui ont peur de tout ce qui est mystique, soit vous priez avant de regarder la vidéo, soit vous ne regardez pas la vidéo. Parce que moi, je pense qu'il y a des choses qui vont heurter fort le sentiment de certaines personnes. Pour commencer, j'arrive en prison, t'as vu, j'ai commencé à faire des rêves que je n'avais pas l'habitude de faire. Alors je dors et je rêve quoi? Je rêve que il y a des gens qui courent autour de moi, t'as vu, avec du feu. Genre, ils courent autour du feu et je suis là. T'as vu? Et je vois comme s'ils me donnent à manger du cochon alors que je ne mange pas de cochon. Mais pendant qu'ils me font ça, je me sens mal dans le rêve, hein. Je me sens mal, t'as vu, physiquement. Et je me réveille, je me dis que c'est pas normal, frère. C'est pas des choses qui sont saines. Comment ça te fait que tu fais des rêves comme ça et tu te réveilles comme ça, tu vois? Et en fait, j'étais en cellule à l'époque avec un Indien, un monsieur de Saint-Georges. Donc, le monsieur, je me réveille, je lui dis mon rêve comme ça. Il me dit, ah ouais, ton réveil, il est chaud, hein. Franchement, si tu fais des rêves comme ça, il faut faire attention parce que, t'as vu, lui, c'est un Indien, il est grand, il connaît certaines choses. Il me dit, ah ouais, et là, je lui demande, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour casser ça? Parce que moi, je suis très croyant aussi et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Et je me dis que si tu vois, je rêve de ça, c'est qu'il y a un truc derrière. Et direct, j'ai commencé à penser à la famille du gars. T'as vu, est-ce qu'il ne faut pas un truc derrière moi et tout. Un autre soir, je dors. Et pendant que je dors, t'as vu, je fais un rêve et je vois un monsieur qui vole tout nu. T'as vu, tout nu et il vient vers la prison. Il vole, mais il est tout nu. Il arrive et je vois comme s'il fait le tour et il monte. Il monte par les escaliers pour venir devant la porte. Et quand je regarde à travers la porte, en fait, je regarde la porte et il y a un œilleton. Et il regarde l'œilleton comme ça, t'as vu? Il regarde l'œilleton, l'esprit. Et en fait, moi, tellement mon esprit est fort, j'arrive à voir à travers la porte. Donc à travers la porte, je vois que le monsieur, il est tout nu. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ça? Et là, à ce moment-là, je lui dis, dégage! Et quand je lui dis, dégage, il part. Et quand tu vois, il part, tout mon corps, je commence à avoir des frissons. Dans tout mon corps, je commence à avoir des frissons, frérot. Tu vois, et je me réveille limite en mode surchaud, tu vois. Et je me réveille, je me sens mal, je me sens bizarre. Je me sens, ah ouais, je me dis, putain, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Le matin, je me réveille, je prie. Oh, je commence à prier, je dis à Dieu de chasser ce démon-là, t'as vu? De le chasser, de ne pas lui donner de pouvoir sur mon corps. Que quel que soit ce qu'il veut faire, qu'il n'ait pas satisfaction. T'as vu? Moi, je suis un gars, mon frère, je sais prier, frérot. Je dis à Dieu de le pousser dans tous les sens du terme, que quel que soit ce qu'il veut faire, éclaire mon chemin pour qu'il n'ait pas de pouvoir sur moi, sur mon âme et sur mon physique, t'as vu? Je prie. Et le monsieur me dit, franchement, c'est chaud, frérot, parce que tu fais beaucoup de rêves, etc. C'est pas normal. Moi, je connais une dame, mais elle est jusqu'à Saint-Georges. Et parce que moi, je commence à lui demander comment tu penses que je peux casser ça. Il m'a dit qu'il faut que je connaisse quelqu'un qui soit dehors, qui puisse faire un travail pour moi et pour que ça puisse partir, tu vois. Mais si je suis en prison, ça sera compliqué de faire un truc, tu vois. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, je quitte ce quartier-là. Genre, en prison, il y a différents quartiers. D'accord. Il y a les CD, il y a maison d'arrêt, il y a quartier arrivant. Et à l'époque, je travaillais au quartier arrivant. Donc, je quitte le quartier arrivant. Les rêves continuent, t'as vu? La persécution continue. Les choses ne vont pas. T'as vu, ça ne va pas. Et là, je me dis, tu sais quoi? Il faut que je trouve une solution. On est en cellule et on regarde la télé. Il y a une espèce de reportage qui passe à la télé sur un gars qui est tombé handicapé. Et pendant qu'on regarde le reportage, on est là. Monsieur, il regarde le truc et monsieur, il se tourne vers moi
Il commence à dire que, ah ouais, oh t'es chaud, hein, Timal. Oh franchement, ah ouais, chaud. Je lui dis, oh frérot, si un jour tu deviens handicapé, qu'est-ce que tu fais? Et là, il me regarde et me dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire si toi tu deviens handicapé un jour? Et là, je me retourne vers lui et je lui dis, écoute, c'est moi qui t'ai demandé la question avant, réponds-moi et je te promets que quelle que soit ta réponse, que je vais te répondre la même réponse que je t'aurais donnée si tu n'avais pas répondu avant. Voilà, il me dit, moi, si toi un jour je deviens handicapé, oh je te mens pas, oh, il m'a dit, il se tue. Après, j'ai dit, ah, mais oh, t'es fou, toi, tu vas te tuer. Ah non, oh, jamais de la vie. Après, il me dit, et toi alors, si tu deviens handicapé, qu'est-ce que tu fais? Là, je lui dis, hey, écoute, moi, si tu vois, je deviens handicapé, je te mens pas, oh, je vais tout faire pour remarcher. Oh, je me batte avec toute ma force qui me reste pour récupérer, quoi. T'as vu? Bon mindset. Ok. Là, je quitte sa cellule, après, un petit moment après, et là, ben, j'ai attrapé le problème avec le gars. Hop, le bordel pète, je lui ai déjà expliqué ce qui s'est passé, que du lapin, etc. Quand je suis tombé, j'avais tellement... En fait, c'est comme si j'ai ressenti une soif que j'avais jamais ressentie. T'as vu? Et quand je suis tombé aussi, ce qui est important à savoir, c'est que lorsque je suis tombé, ça m'a pas étonné, en fait. Je me suis juste dit, ah ben voilà, mets-le. C'est ce qui devait arriver. T'as vu? Parce que je le voyais depuis des semaines à l'avance. C'est un truc de fou. T'as vu? Donc je me suis dit, ah ben ouais, voilà, mais mets-le, ben t'es arrivé, moi là. Attends, mon travail est plus heureux, tu vois. À aucun moment j'ai paniqué, à aucun moment j'ai pleuré. Parce que, tu sais, ça ne m'a pas atteint comme ça aurait atteint quelqu'un qui ne s'attendait pas. Moi, je m'attendais à quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Les pompiers, le SAMU arrivent, etc. Ils me mettent le pancart. Ils me font comprendre que, ben, faut pas trop bouger parce que sinon, ça peut s'aggraver. Moi, à cette époque-là, je ne sais pas c'est quoi une handicap. Je ne sais pas c'est quoi tomber et arriver handicapé. Je ne sais pas c'est quoi une lésion cérébrale. Je ne sais pas c'est quoi la tétraplégie. Je ne connais rien de ça. D'accord. Et là, on me héliporte à Kourou. Ok. J'arrive à Kourou, je vois des gars qui connaissent des gars à moi, et comme ils ont déjà entendu parler de moi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus me donner la force, Là, je parle toujours, hein. Je parle toujours, mais mes mains sont déjà fermées comme ça. T'as vu la stratégie? Il est déjà rentré en moi. Mes mains sont fermées, mes pieds, mais ça bouge pas. T'as vu? Voilà, je suis couché, je peux seulement parler. T'as vu? Ok, le médecin il vient, il m'explique que tu vas passer en salle d'opération, etc. Et tout. Ok, il n'y a pas de souci, jusqu'à là ça va bien. Donc là, le médecin me dit qu'on va t'endormir et tout. D'accord? On va t'endormir, il me dit ben, bonne chance pour ton opération, je lui dis merci. Je suis au coma et tout ce que je veux dire à partir de maintenant, c'est passé pendant que j'étais au coma. Écoutez bien les gens, restez concentrés. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est passé pendant que j'étais au coma. Le médecin il vient me voir et il me dit que dans ta gorge, il y a un fer et j'ai 30 minutes pour l'enlever. Si tu vois que je n'ai pas le temps de l'enlever, tu vas mourir. C'est ce qu'il me dit, cache. Franchement. Tu vas mourir. C'est pas que tu risques de mourir, tu vas mourir. Là, il me dit ça et il commence à tout arranger. Il commence à tout arranger dans la chambre pour remonter ton opération. Ok, je suis couché. Et pendant que je suis couché, qu'est-ce que j'entends? J'entends toc, 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 toc. Ça m'interpelle direct. Et je commence à regarder autour de moi, tu vois. Ça s'arrête. Après, je entends toc, 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 toc. Le médecin me regarde en mode bizarre, en mode il est choqué. Genre, c'est quoi ça, tu vois? Il regarde. Toc, 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 toc. Et au bout d'un moment, c'est comme si c'est Dieu seul qui sait ce qu'il a mis sur moi. Je regarde le plafond comme ça. Le plafond, il est en béton. Il n'y a pas de trou. C'est du béton. C'est une chambre d'hôpital normale. Mais il n'y a pas de trou qui fait que s'il y a un truc qui se passe, mais ça peut passer à travers le béton. Donc je regarde, et quand je regarde comme ça, j'arrive à voir à travers le béton. Et qu'est-ce que je vois? Une femme sur le toit, habillée en noir et blanc, avec un bâton entouré noir et blanc, un truc sur la tête, une mouchoir noir et blanc. Et elle commence à parler haïtien. Il y a de l'eau chaude qui commence à tomber du plafond. De l'eau chaude? Oui. Dans tous les recoins du plafond, pas au milieu, mais dans tous les recoins, il y a de l'eau chaude qui commence à tomber. Ça tombe sur toutes les machines. Et ça fait ti, tout commence à partir en couille. Le médecin me regarde. Il me dit, mais oh, c'est quoi ça? Tout commence à sonner, tout résonne, mon frère. Tout commence à trembler. J'ai déjà des frissons. Mon frère, mon lit, littéralement, commence à trembler. Mon lit tremble, tout secoue, tout part en couille. Comme je t'ai dit, je regarde et moi, je commence à réciter. Heureux est l'homme qui ne marche pas dans le pas des pécheurs, etc. T'as vu? Et pendant que je fais ça, elle commence à crier. Non! Non!
Elle tape sur le truc et crie non. Il y a de l'eau chaude qui commence à tomber du plafond. Dans tous les recoins du plafond, pas au milieu, mais dans tous les recoins, il y a de l'eau chaude qui commence à tomber. Ça tombe sur toutes les machines. Et ça fait tout commence à partir en couille. Le médecin me regarde. Il me dit, mais oh, c'est quoi ça? Tout commence à sonner, tout résonne, mon frère. C'est comme si tout résonne. Tout commence à trembler. J'ai déjà des frissons. Mon frère, mon lit, littéralement, commence à trembler. Mon lit tremble, tout sous couille, tout part en couille. Comme je t'ai dit, je regarde et moi, je commence à réciter. Je commence à dire des psaumes. Heureux est l'homme qui ne marche pas dans le pas des pécheurs, etc. T'as vu? Et pendant que je fais ça, elle commence à crier. Non! Non! Elle tape sur le truc et crie. Non! Plus je prie, plus elle crie. Elle crie. Frérot, je vais vous dire un truc très important. Je ne savais même pas réciter ce psaume-là tout en entier. Je ne savais pas les réciter en entier. Mais dans ce coma-là, j'arrivais à les réciter en entier. Et pour info, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas les réciter en entier. Et j'appelle tous les ancêtres, j'appelle tout le monde. Je veux demander de protégez-moi. Donnez pas de pouvoir à cet esprit-là. Je prie. Elle crie. Le lit tremble, le lit tremblait. Les deux roues qui sont sous ma tête, ça sont sortis comme ça. Les roues qui sont sous ma tête sont sorties. Ce qui veut dire que là, je me retrouve tête en bas, pied en l'air. Le médecin, quand il voit ça, il court sur moi, il soulève ma tête, direct. Il arrête de faire tout ce qu'il fait. Mais lui, il n'est pas assourdi. Le gars, il devient fou. Il tient sous ma tête comme ça. Il essaie de me tenir vers le haut pour pas que je reste trop en mode penché. Dis-toi bien qu'il n'y a toujours pas de roue en bas. Hein. Il me tient. Il est là. Oh mon frère, c'est un truc de malade. On se bat. Je me bats contre elle. Le monsieur me tient, il fait tout. Il essaie de me dire, mais c'est quoi ça? Putain, ce bordel, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, t'as vu, il essaie de tout comprendre, mais il n'arrive à rien comprendre. Mais moi, je sais ce qui se passe, tu vois. Ok. Après ça, d'un seul coup, boum, le calme revient. Le médecin, il me met bien, il arrange tout, il me met carré. Et là, il me dit comme ça, en mode pressé, il me reste peu de temps pour retirer le fer sur toi. Je pense à peu près 15 minutes, un truc comme ça. Il me dit que si tu vois, on enlève ça en 15 minutes, tu vas mourir. Mais il me parle en mode pressé, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce qu'il peut, il fait mon opération. Boum. Comme si le calme est déjà revenu, il finit son opération tranquille. Boum, là, je suis toujours au bloc. Je suis toujours un peu sous le choc, mais t'as vu, je prends tout au mode à la cool. Je ne me prends pas la tête, t'as vu. Et comme je te dis là, c'est le calme absolu. C'est comme s'il y avait une tempête et après il y a un calme, mais un calme inimaginable, très très calme. Crois-moi, je me dis que tant que tu vois le calme qui reste comme ça, tout va bien. Donc je profite du calme, tu vois. Ok. Je suis couché et vu que, tu as vu, la chambre où j'étais, c'est près du couloir où les gens passent. Donc j'entends ma soeur qui parle et elle dit au médecin comme ça, bonsoir médecin, je suis venu voir mon frère. Et là le médecin répond quoi? Salim est mort, passe demain pour récupérer l'acte de décès de Salim. Lorsqu'il dit ça à ma soeur pète un cri. Non, mon frère ne va pas mourir comme ça. Elle commence à crier dans le couloir. Et pendant qu'elle crie, elle court pour sortir. Mais du coup, je l'entends crier et pleurer en partant, tu vois. Et quand il a dit ça, directement, quand il a eu un surchaud. Et là, je suis dans ma chambre et je dis, mon pas mort, priez bon Dieu grand, mon pas mort. Priez bon Dieu grand, mon pas mort. Et pendant que je dis ça, ma soeur, elle court et je l'entends hurler et de plus en plus, ça s'abattit parce qu'elle part en même temps. Je donne une chanson. Et quand j'entends la chanson, je regarde voir d'où ça sort. Et quand je regarde, je vois l'esprit là, tu vois, comme je t'ai dit. Et puis l'entend crier. Ah là là là, iné. Ah ah, iné. Et il répète ça en boucle. Et je vois un esprit homme accroupi dessus, la tête sur les genoux, mais je me dis que il répète ça, moi, il n'y a rien qui m'arrive. Donc, tant que ça reste comme ça, mais il est tout nu, hein. Il est tout nu aussi. Tant que ça reste comme ça, il peut chanter toute la soirée pour moi. Il n'y a rien qui... ça ne me dérange pas. Mais je le regarde et tout, je suis posé, t'as vu? Et il chante ça en boucle. En boucle. Ok. Et au bout d'un moment, je suis couché. Qu'est-ce qui arrive? Je ferme mes yeux comme ça. Et je commence à voir un esprit noir, un homme noir, avec la tête attachée en rouge. T'as vu? Avec une lumière, une bougie, sous son menton. Et il s'approche comme ça. T'as vu? Genre, il s'approche de la bougie. Je vois son visage. Et quand tu vois, il se recule, je ne vois plus son visage. Mais ça m'arrive
ça m'arrive que lorsque je ferme les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je ne le vois pas. T'as vu? Dès que je ferme les yeux, je le vois encore. Il s'approche de la lumière et il se recule. Et à ce moment-là, toutes les machines ont commencé à chauffer. Genre, mon corps a commencé à chauffer et toutes les machines ont commencé à faire pip, 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 pip. Mais là, mon corps, il chauffe. T'as vu? Parce que quand j'ai vu ça, direct, je sens mon corps qui chauffe. La famille, mon corps a chauffé à une chaleur que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie, frérot. Eh les gars, ce que je vous raconte, c'est ma vie. Je le jure sur ma vie. Les gars, je sais que ça sera dur pour certains de croire ce que je raconte, mais je vous jure sur ma vie, devant Dieu. À chaque fois que je ferme mes yeux, je vois l'esprit qui s'approche de la bougie et qui recule. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé de garder mes yeux le maximum ouverts, tu vois. Mon corps chauffe. Les machines commencent à trembler, pip, 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 etc. Il y a l'infirmière revient et regarde. Et au bout d'un moment, ça se baisse. La chaleur baisse. Et tout de suite après, ça repart. Ça remonte. Ah, la chaleur remonte. Frérot, je me sens brûlé à une température. Mon corps chauffe à une température que j'ai jamais ressentie, frérot. Même l'eau chaude, ça vaut même pas. Frérot, je suis dans un truc de torture. Ok. Je referme mes yeux, je vois l'esprit toujours qui est là. Ok. Maintenant, au bout d'un moment, les femmes sont là, ils viennent et regardent parce que les machines commencent à Disjoncter. Voilà, disjoncter. À un moment, mon corps chauffe tellement fort que mon cœur ne s'arrête pas. Lorsque mon cœur s'arrête, la dame me regarde, elle regarde les machines et elle dit que je suis mort. Oui. Alors, elle dit ça. Elle me voit mort, mais moi, je l'entends et je la vois. Et je suis là, je crie encore. Je ne suis pas mort. Mot pas mort. Priez bon Dieu grand, mot pas mort. Priez bon Dieu grand, mot pas mort. Là, logiquement, elle fait quoi? Elle va voir le médecin et dit au médecin, le patient, il est mort. Le médecin, il arrive, il me regarde, il dit comme ça, on va appeler Tarin. Frérot, je ne te raconte pas des lol, frérot. Eh frérot, les gens, je vous dis, sincèrement, écoutez-moi bien. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu. C'est ma vie, les gens. Regardez, ne prenez pas la légère, juste par respect pour moi, s'il vous plaît. Je vous jure, les gens, s'il vous plaît. Si je prends le temps de raconter ça, c'est parce que j'ai vu que vous étiez intéressés et j'ai voulu partager ma vie avec vous, les gens. Il y a des frissons. Le médecin, il va, il dit quoi? Appelle Tarin. Il appelle Tarin. Pendant que Tarin arrive, moi, je suis là. Mon pas mort. Priez bon Dieu grand, mon pas mort. Avant que Tarin arrive, mon cœur a recommencé à battre. Là, ils vont voir le médecin, il dit au médecin, ah, ton cœur a recommencé à battre. Le médecin, il vient, mais il ne dit pas à Tarin de ne pas venir. Hein. Il regarde, et puis il me regarde. Ok, n'oublie pas que Tarin est sur sa route toujours. Là, maintenant, mon corps rechauffe, mon cœur s'arrête encore, une deuxième fois. Là, vu qu'il n'avait pas dit à Tarin de ne pas venir, ben, Tarin continue à venir. Là, je suis toujours en train de prier. Bon Dieu, mon pas mort. Priez bon Dieu grand, je ne suis pas mort. Mon pas mort. Priez bon Dieu grand, mon pas mort. Tarin arrive, mon cœur recommence à battre. Tarin arrive, le médecin n'est pas content parce que mon cœur a recommencé à battre. Mais il ne le dit pas franchement, mais dans ses actions, il n'est pas content. Et puis là, je te jure frérot, je vois une grande porte qui s'ouvre, je vois la voiture de Tarin qui rentre en arrière. Dans mon rêve, dans mon coma, la voiture de Tarin arrive à peu près pas loin, tu vois. Ils arrivent avec un cercueil, ils ouvrent le cercueil et la voiture qui était là, c'est les genres de voitures noires là, t'as vu? Les corbillards noirs. Ils arrivent avec le corbillard noir, ils ouvrent le cercueil, ils enlèvent le cercueil, ils ouvrent le coffre, ils enlèvent le cercueil, ils mettent le cercueil devant ma chambre. Donc c'est-à-dire que je suis là et je vois le cercueil qui est là, qui m'attend. La dame elle arrive, elle dit au médecin, il est vivant, on fait quoi? Le médecin il dit, emmène-le comme ça. T'as vu? De toute façon il va mourir. Ses mots exacts c'était quoi? De toutes les façons il va mourir, emmène-le comme ça. T'as vu? Il ne va pas survivre de toute façon. Emmène-le. Tarin, il lui dit qu'ils ne veulent pas m'emmener comme ça. Qu'ils vont attendre un peu pour voir si je vais rester en vie ou si je vais mourir. Mais ils ne m'emmèneront pas comme ça. Là maintenant, pendant que Tarin dit ça, le médecin il fait quoi? Il rentre dans la chambre, accompagné de 2 soignants. Mais il y a une que je me suis bien rappelé de son visage, c'était une négresse. Et elle arrive comme ça, elle me dit quoi? Bon, monsieur Lewis,
on va vous débrancher, paix à votre âme, vous allez mourir, on vous débranche, on vous garde pas. Taré arrive, le médecin il n'est pas content parce que mon cœur a recommencé à battre. Il met le cercueil devant ma chambre. Elle arrive comme ça, elle me dit quoi? Bon, monsieur Lewis, on va vous débrancher, paix à votre âme, vous allez mourir, on vous débranche, on vous garde pas. Là, elle me dit ça, moi je la regarde et je commence à l'insulter. Je vous dis, tchap, dégage, de là, tchap, dégage. Je vous dis tous les mots, dégage, tout. Et pendant que je vous dis ça, le médecin il vient, il enlève le truc qui me fait respirer. Il enlève ça. Il voit que il n'arrive pas à me tuer. Il fait tout, mais il n'arrive pas à me tuer. Il me pique avec une seringue pour me tuer. Je sens un truc bizarre dans mon corps, mais je ne meurs pas. Et pendant ce temps-là qu'il fait ça, il y a les gens de Tarin qui sont en train de le regarder à travers une autre chambre. Parce qu'en fait, les chambres, c'est comme s'il y a des vitres. Ils sont habillés en noir, hein, tout de noir, les gens de Tarin, et ils regardent. Ils sont là, ils se battent pour me tuer. Ils se battent, mais ils n'arrivent pas. Tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas. Et entre-temps, les jeunes tarés me regardent avec pitié, en mode « Ah ouais, oh, le jeune, ils sont mal pour moi, frérot. » Je le vois dans l'expression de corporelle, tu vois. Mais ils disent rien, tu vois. Maintenant, ils commencent à s'attarder parce qu'ils voient que le médecin il veut me tuer, mais il n'arrive pas à me tuer. Et du coup, ils sont là pendant longtemps et ils perdent leur temps. Ils n'ont pas que ça à faire. Donc, Tarin appelle le médecin et il dit au médecin comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, voilà quoi, nous, on n'a pas que ça à faire, tu vois. Le médecin, il leur dit, attends un peu, il essaye toujours, mais il n'arrive pas à me tuer. Quel que soit ce qu'il fait, je ne meurs pas. Et moi, derrière ça, je me bats. Boka, bayou, case. Tarin leur dit comme ça maintenant, il faut trouver une solution parce que nous, on n'a pas que ça à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il dit à Tarin de l'emmener comme ça. De toute façon, il va mourir dans la soirée, emmène-le comme ça. Là, les gens de Tarin, ils écoutent ce que le médecin dit. Et après, ils disent au médecin, bon, écoute ce qu'on va faire. On va aller parler un peu entre nous. On va prendre une décision et on revient. Là, les gens de Tarin, ils vont parler ensemble. Moi, à ce moment-là, je suis un peu calme. Le médecin, il ne me fait plus rien. T'as vu? Moi, je suis couché et je regarde ce qui se passe. T'as vu? Mes pieds sont tellement gonflés parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand tu vois mon corps commencer à chauffer, mes pieds ont commencé à gonfler. T'as vu? Donc, mes pieds sont big gonflés. Les gens de Tarin, ils sont là, ils réfléchissent et tout. Ils prennent une décision. Et moi, ben, je suis là, mon sort est scellé, quoi. C'est entre leurs mains. T'as vu? Donc, j'attends. Et je vois les gens de Tarin revenir. Et les gens de Tarin, ils vont voir le médecin. Et là, ils disent quoi au médecin? Ils disent au médecin, écoute très bien. Notre travail, ce n'est pas d'emmener des gens vivants. C'est d'emmener des gens morts. Donc, lorsqu'il va mourir, même s'il meurt ce soir, à n'importe quelle heure qu'il va mourir, parce que le médecin dit qu'il va mourir dans la soirée de ça. John Tarin, on dit, de toute façon, dès qu'il meurt, tu nous appelles, on vient tout de suite le chercher. Mais notre travail, ce n'est pas d'emmener des gens vivants, c'est d'emmener des gens morts. Donc, on ne va pas l'emmener comme ça. Dès qu'il meurt, tu nous appelles, on viendra le chercher. Ben, il retourne dans son bureau, etc. Il me laisse tranquille, t'as vu? Mais il ne remet pas le truc devant moi. Il me laisse comme ça. T'as vu? Il me laisse comme ça. Moi, je suis là, je me bats. Mais je me sens tranquille, voilà. Mes pieds sont gonflés, mais j'ai la paix comme tout à l'heure. J'ai un niveau la paix. J'ai la paix, je suis couché, je suis là, je suis tranquille, je suis posé. Donc là, en fait, ce qui se passe après, je prie, priez bon Dieu, grand mon parent. Priez bon Dieu, grand mon parent. Et eux, ils rentrent. Il y a 2 soignants qui rentrent dans la chambre. Mais ce n'est pas la même qui est venue pour me dire que j'allais mourir. C'est 2 autres qui viennent. Elles arrivent, elles se mettent au pied de mon lit, et elles me regardent. Et je suis là, je dis, priez bon Dieu, grand mon parent. Priez bon Dieu, grand. Et elle, pendant que je dis ça, elle entend une voix. Mais en fait, je ne dis pas ça avec ma bouche. Je le dis dans mon esprit. T'as vu? Et tellement que je le répète, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, frérot. Comme si dans l'univers, cette voix-là a commencé à résonner. Priez bon Dieu, grand, mon parent. Priez bon Dieu, grand, mon parent. Donc tout l'univers a commencé à résonner. Donc il y a dame qui est venue à mon pied, à mon chevet. Quand elle a entendu le bruit là-haut, elle a regardé et elle dit à sa collègue, hé, t'entends pas? Sa collègue lui dit quoi? Elle lui dit, écoute bien. Et là, je continue. Priez bon Dieu, grand, mon parent. Et là, sa collègue, elle écoute et elle entend. Et à ce moment-là, elle regarde sa collègue et elle trouve ça bizarre. Genre, elle se dit, mais d'où sort cette voix-là? T'as vu? Et elle regarde partout autour d'elle en mode de. T'as vu? T'as sort tout ça.
Mais elle entend la voix toujours, tu vois. Et là, quand elle regarde, elle me regarde, elle regarde ma bouche. Elle voit que ma bouche fait le même geste que la voix qu'elle entend. J'ai capté. Tu vois. Donc, quand elle me regarde, elle respire comme ça. Et là, elle me regarde comme ça. Et là, elle dit à sa collègue, c'est lui qui dit ça. C'est le garçon qui est couché là. C'est lui qui dit ça. Là, les deux, ils me regardent. Et là, il y a une qui dit, oh, si ce garçon-là, il survit, ça sera un miracle. Et ça sera une révélation. Ça sera un truc de malade. T'as vu? Là, maintenant, ça c'est fini. Elles sortent de la chambre. Elles sont bonnes. Moi, je suis toujours dans mon combat. Je me bats. Et à un moment, c'est lorsque mon cœur s'est arrêté, à un moment, je me suis retrouvé au paradis. J'ai interprété ça comme le paradis. J'ai vu sur la terre depuis là-haut. Je vois tous les animaux, je ne vois pas de maison. Et surtout, je voyais tous les nouveau-nés. Et du coup, en fait, lorsque j'étais au paradis, je suis monté au paradis avec mon corps. Comme je suis mort, mon corps, je suis monté comme ça. Donc j'étais avec mon corps handicapé au paradis. Il y avait tout au paradis. Il y avait des humains, il y avait des vaches, il y avait des chèvres, il y avait tous les êtres humains, il y avait des fourmis, il y avait tout au paradis. Tu vois? Mais ils étaient dans le corps où ils sont morts. Tu as vu? Ok. Et il y avait une voix qui nous donnait des ordres. La voix nous disait à quelle heure on peut sortir et à quelle heure on peut rentrer. Donc, pourquoi on sort et pourquoi on rentre? C'est très intéressant, je vais vous expliquer. On devait sortir au lever du soleil pour chercher, vu qu'on voyait tous les nouveau-nés, on devait descendre pour chercher un corps. Tu vois? Donc, la mission, c'est quoi? La voix t'ordonne de faire des choses. Et quand tu descends pour chercher un corps, et dès que tu vois, avant le coucher du soleil, tu ne trouves pas un corps qui te correspond, où tu veux vivre, tu peux remonter au paradis et essayer de mieux encore. Ce qui veut dire que tous les jours, c'est ça la mission. Allez, tu vois tous les nouveau-nés, tu vois les chèvres, tu vois tout ce qui donne naissance. Et ta mission, c'est quoi? Par contre, tu dois respecter les heures. Parce qu'en fait, la voix te dit que si tu vois, tu respectes. La voix, elle est là, mais elle ne tranche pas. Genre, quand je dis qu'elle fait pas pitié, elle est sévère. D'accord? Elle te donne des ordres. Si tu ne suis pas, tu as des conséquences. Elle te dit, si tu vois, tu ne rentres pas à l'heure, l'esprit qui rentre avant toi, il peut rentrer dans ton corps. Et toi, tu n'auras pas le choix, tu seras obligé de rentrer dans ton corps. Reste, garde ça en tête, ça sera très important pour la suite. Donc tous les jours, on est là, on part, l'esprit est en train de rôder partout, on cherche un corps. En fait, moi je me demande pourquoi, parce que moi, mon but c'est pas de retrouver un corps. Moi je suis là-haut pour demander à Dieu de me redonner la vie. Donc là je dis à Dieu, je ne veux pas mourir avant Dieu. Redonne-moi la vie s'il te plaît. T'as vu? Parce que moi, je veux retourner sur terre, je ne veux pas mourir comme ça. Parce qu'en fait, je me dis que en fait, j'ai pas aimé la façon dont je suis mort. Tu vois, de ma tête, je me dis que oh, si tu vois, je meurs comme ça, ou je vais mourir sale. Parce que en fait, mon âme n'a pas réussi à faire la paix avec la façon dont je suis mort. Tu vois, donc j'avais plein de choses à faire dans ma vie que je n'ai pas réussi à faire et j'étais en mode mal au paradis, tu vois. Beaucoup de regrets, que du regret. Et là, tous les jours, on part, on revient, il y a des nouveau-nés, etc. Et un jour, je pars et je rentre en retard. Et il y a l'esprit de fourmi qui est entré dans mon corps. Lorsque l'esprit de la fourmi est rentré dans mon corps, moi je suis remonté, j'étais obligé de rentrer dans le corps de la fourmi. Et littéralement, frérot, je me suis vu en train de marcher comme une fourmi. Je marche comme une fourmi. Je rentre dans la forêt, je suis une fourmi. Et là, j'ai commencé à pleurer. Littéralement, je pleure. J'ai dit à Dieu, Dieu, non, je ne veux pas être une fourmi. S'il te plaît, je ne veux pas être une fourmi. S'il te plaît, je ne veux pas être une fourmi. T'as vu? Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas être une fourmi. Et là, boum, je rentre dans mon corps. Je rentre dans mon corps et ça fait là que je me réveille du coma. Bonjour, monsieur Davis, bienvenue. Vous savez pendant combien de temps vous avez dormi? Je regarde la dame comme ça, c'est moi qui tu es, mais voilà, je suis ma soeur dit. Elle me dit, mais vous avez dormi pendant 2 semaines, monsieur Davis. Et aujourd'hui, je le 24, on est le 24. Ok. Et quand je me lève le matin, je vois un pote à moi. Je vais nommer son nom aussi. Parce que c'est un frère à moi et il travaillait en réanimation. Il s'appelle Cédric Benson. Et il me dit quoi? Eh, tu sais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas entendu ce qui s'est passé? Il me dit, t'as pas entendu ce qui s'est passé? Je lui dis non, j'ai pas entendu. Et il me dit, bien frère, le gars qui t'avait donné la bière, là, etc., ben il est mort hier soir. On lui a tiré une balle dans la tête, il est mort hier soir. Et il faut savoir que ce gars-là, en fait, il y a une histoire derrière lui, c'est qu'il avait été dans une fusillade où il y avait une fille qui était morte, tu vois. Selon les dires, hein, parce que là, c'est pas mon histoire, c'est une histoire qui avait été dit, il parlait de ça à l'époque. À ce qui paraît, la fille, elle était venue en vacances et elle était partie avec des amis à Balata pour faire la fête et tout. Et pendant la soirée, sur le terrain de Balata, il y a eu une fusillade. En fait, cette fille-là, tout le monde disait que la fille qui est morte dans cette fusillade-là, les gens disaient que c'était la seule
fille de sa maman, qui veut dire qu'elle était fille unique. Elle avait en fait promis, juré, que la personne qui avait fait ça à sa fille, quitte à vendre son âme, quitte à faire ce qu'il y a à faire, mais... Alors je dors et je fais un rêve. Je rêve quoi? Je rêve que je suis dans un cimetière, tu vois. Genre je marche dans le cimetière, et pendant que je marche dans le cimetière, je vois une croix, mais sur une tombe, tu vois. Et quand je regarde sur la croix, je vois une photo, tu vois. Et quand je regarde la photo, je vois que la personne qui est sur la photo, c'est une grande dame, t'as vu. Et cette dame-là, c'est une dame qui travaille au marché, tu as vu. Elle, je la connais. Et en fait, cette dame-là, elle m'aimait beaucoup. Mon frère, c'est le genre de meuf, quand elle me voit, elle sourit. Si tu vois, j'achète un truc, elle me donne en plus. Tu as vu, j'étais son fils. Et dès qu'elle me voyait, c'était le bonheur absolu. Et moi, je te mens pas, je l'avais kiffé aussi parce qu'elle était tellement gentille. Elle m'a vu avec ma mère, elle m'a kiffé. Et frérot, je te mens pas, je sais pas qu'est-ce qui a fait que cette dame-là a commencé à m'aimer mon ref. Mais cette dame-là, elle m'aimait beaucoup. Et il faut savoir que cette dame-là, elle est toujours en vie. Donc je l'ai vue sur la croix. Mais en fait, c'est une dame qui est vivante. Tu vois? Qui est vivante. Et en fait, pendant le rêve que j'ai vu la dame sur la croix, j'ai vu aussi le gars qui m'avait demandé la bière. Et il est là dans le rêve, il ne sait pas le pourquoi du comment, mais il fait partie de ce rêve-là, t'as vu? Et je vois la dame, je vois sur le cimetière et tout. Ok. Le lendemain, je me réveille. Cédric Benson, il vient me voir et il me dit Hey frérot, t'as pas entendu ce qui s'est passé hier soir? Ben, je lui dis non. Et puis en même temps, il me demande ça, mais moi je suis à l'hôpital. Comment je vais entendre ce qui s'est passé? En plus, je suis là, j'ai pas de téléphone, je suis tétraplégique. Je sors de la prison, frère, comment je vais savoir? Mais je lui réponds Mais non, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il me dit Ouais, ils ont tué l'autre là, celui qui avait créé l'histoire avec toi et qui avait fait et que c'était à cause de lui que t'avais piqué. Je dis Ah bon? Donc il faut bien retenir le fait que, bizarrement, j'ai fait mon accident, bizarrement je suis à l'hôpital et bizarrement il meurt pendant que je viens de me réveiller et lui il meurt. Tout de suite Comme après. par hasard. Tu vois, je viens de me réveiller du coma et lui il meurt après. T'as vu? Donc il faut bien retenir ça aussi. Et là, il me dit ça, je dis waouh, ok, mais en fait ça me soulage. Parce que moi, je sais pas, vu que je marche plus, j'avais une crainte aussi que les gars ils viennent à l'hôpital, fassent n'importe quoi. Parce qu'ils savaient que j'étais à l'hôpital, tu vois. Donc j'avais cette crainte-là. Tu sais, tu étais là, tu peux pas te protéger. En plus, tu marches pas, tu peux pas utiliser tes mains. Frère, t'es parano. T'as vu, mais pas à 100%, mais à 50% quand même. Je te comprends, j'aurais Tu été vois? parano aussi. Voilà, tu vois mon ref. Donc du coup, ça me soulage, bien que je souhaite la mort à personne. Hein. Ça me soulage et tout. Et en fait, moi, ça m'a fait rappeler une histoire. T'as vu que j'ai vu la femme sur la croix et tout sur la photo, ça m'a rappelé une histoire dans laquelle lui, il était impliqué, qui s'était passé à Balata. T'as vu, il y avait une histoire à Balata où il y avait eu une fusillade sur le terrain et une fille qui était venue de France, qui était venue en vacances, elle avait pris une balle perdue en pleine tête. Et selon les dires, les gens disaient que la balle qu'il avait prise en pleine tête sortait du pistolet de cet individu-là. En plus. Tu vois, donc lorsque ça s'est passé, d'accord, donc sa mère, lorsqu'elle est morte, ça l'a vraiment impacté de ouf. Tu as vu, elle n'arrivait pas à cautionner ça. Et les gens, écoutez-moi, je ne parle pas mal de la maman. Et j'espère que sa famille ne prendra pas mal le fait que je parle de cette histoire-là. D'accord? Donc j'espère que tu as vu. Moi, pourquoi je parle, c'est parce que dans mon rêve, il y a eu un petit truc, tu vois. Ça peut ne pas être ça, mais moi, je dis juste que ce que j'ai vu pendant mon coma. Donc j'espère que la famille va pas mal prendre. Je vous demande déjà désolé, pardon, avec tout le respect que je vous dois, tu vois. Parce que je sais que ça peut toucher des gens et ça peut. Tu vois, je suis conscient de ce qui se passe, tu vois. Donc déjà désolé, et j'espère que, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, ne prenez pas au mal, mais dire, etc. Donc ce qui se passe, c'est que oui, la dame, elle n'arrive pas à cautionner. Et à ce qui paraît, elle avait dit que même si elle doit vendre son âme pour que ce monsieur-là meure, la personne, parce qu'on n'était pas sûr, hein, c'était juste des dires, même si elle doit vendre son âme pour que la personne qui a tué sa fille puisse mourir, elle va le faire. Et il faut savoir une chose très importante. Lorsque le gars est mort et que j'ai révélé lui qu'il est mort le soir où il est mort, la maman est morte le même soir. Tu vois? La mère de la fille qui avait pris la balle en pleine tête Il est mort le même est soir. mort le même soir. Et lui, il est mort dans les minutes qui suivaient. Mais Tu vois? sérieux? Et ils se sont fait enterrer quasiment pendant la même période. Donc, et le pire, c'est que si vous ne me croyez pas, allez demander ça à des gens qui étaient au courant de ça. Moi, je ne parle pas pour vous impressionner.
je raconte des histoires comme c'était à l'époque. Ok. Donc là, le gars, il meurt. La maman meurt, il meurt. Tout le monde commence à parler, tout le monde commence à dire que c'est pas normal, il y a un truc qui est chelou. Comme par hasard, la mère, elle meurt, le gars, il meurt, alors qu'elle avait dit que, quitte à vendre son âme, elle allait le faire pour que, t'as vu, pour avoir satisfaction pour la mort de sa fille, etc. Parce qu'il faut dire aussi que la maman s'était jamais remis de ça jusqu'à son dernier souffle. Et elle disait que cette personne-là, il va payer. Lorsque j'étais au coma, la femme qui était avec le médecin, les soignantes, qui voulait me tuer, lorsque je me suis réveillé, cette femme-là, elle travaillait à l'hôpital. La même femme qui voulait me tuer dans le coma, quand je me suis réveillé, je l'ai vue. Oui, c'est très important. Alors que tu l'avais jamais vu avant. Je ne l'avais jamais vue avant, frérot. Et tu la vois pour de vrai. Et je la vois, la même femme que j'ai dit tchap, tout ça, elle, lorsque je me suis réveillé, elle travaillait à l'hôpital. Et je vais vous dire un truc très intéressant. Elle ne m'a jamais flairé. Elle a toujours gardé cette distance avec moi. Mais par contre, au bout d'un moment, elle a commencé à me parler plus qu'au début de mon réveil. Mais malgré ça, je voyais qu'avec moi, elle gardait beaucoup de distance. Donc, comment j'ai interprété ça? Je me suis dit que pendant que j'étais au coma, il y a sûrement eu une altercation entre elle et moi. Mais peut-être qu'elle pensait que j'étais réveillé et que je faisais ça en mode vrai. Parce qu'il était peu que j'étais au coma, mes yeux étaient ouverts et qu'elle me voyait et qu'elle pensait que tout ce que je disais, c'était en mode volontaire. Alors que toi, c'était dans ton rêve. Tu comprends ce que je te dis, mon rêve? Pendant que tu étais dans le coma, tu C'est la comme ça que voyais. moi j'ai interprété ça, t'as vu? C'est une histoire de fou. Tu vois? Et aussi, j'ai dit que lorsque tu vois mon corps chauffait, mes pieds gonflaient. Lorsque je me suis réveillé, mes pieds étaient gonflés à bloc. Comme lorsque j'étais dans mon coma et que je voyais mes pieds gonflés. C'était pareil. T'as vu? Mes jambes étaient gonflées. Ok. Et il y a une autre histoire aussi. En fait, pendant que j'étais au coma, un soir, j'étais couché et je vois le truc comme si je vois il y a de l'eau à terre. Mais de l'eau en mode, tu peux marcher dedans. Dans tout le service, il y a de l'eau. Dans tout le service. C'est inondé en mode un peu sous le genou. T'as vu? Un peu en haut de la cheville, mais sous le genou. Genre, tu peux marcher dedans. Et tout le truc est inondé. Et on voit plein d'esprits qui viennent pour nous persécuter. Ils nous persécutent. Ils persécutent tout le service. Ils sont là, ils sont méchants, ils envoient des paroles, ils veulent nous faire du mal, ils sont là à rôder partout. T'as vu? Plein d'esprits bizarres. Moi, je les regardais tout, parce que je suis couché. Et à un moment, qu'est-ce que je vois? Un homme rentrer dans le service, habillé tout de noir. Il commence à crier dans tous les esprits. Il commence à dire, hein, il parle en haïtien. Comme les autres là, hein, pas embêter mon yo, hein, sortez là, arrêtez là, hein, dégagez là, dégagez, hein, comme les autres déjà, pas venir là et persécuter mon yo, faire mon yo et chier, tout ça, hein, allez, bougez. Tu vois? Et tous les esprits partent, et lui, il part. Et après, le calme. Tu vois? Mon ref. Les gens, putain, vous n'allez pas comprendre les gens. Vous pensez que je suis tort à inventer tout ça? J'ai le temps pour ça. Si vous pensez ça de moi, c'est vraiment mal me connaître. Les gens me voient bouger dans les rues. Mais ils ne connaissent pas à qui ils ont affaire. Ils ne connaissent pas mon histoire. Si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là. T'as vu, je vous parle là, c'est parce que j'essaie de récupérer, parce que ça me demande beaucoup d'énergie de parler comme ça. Vous ne savez même pas à quel point. T'as vu? Et... Ah là là. Oh. En tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, il y a des gens qui connaissent ça. Ils vont vous expliquer toute l'histoire. Parce que ça s'est passé comme ça depuis le début. Et ils vont vous dire tout ça parce que depuis à l'hôpital, je disais pareil, même chose. Tu sais, je vais te dire un truc très important. Les gens me voient et ils se demandent pourquoi il est aussi, genre, pourquoi le gars est toujours aussi positif. Pourquoi même son handicap, ça n'atteint pas. Mais j'ai une réponse pour ces gens-là. Lorsque tu as vécu ce que j'ai vécu au coma, lorsque tu es passé par ce que je suis passé, je te jure, frérot, lorsque tu as vu tout ce que j'ai vu, et que Dieu t'a quand même donné la vie, sachant que les esprits auraient pu me vaincre, lorsque tu vois que Dieu t'a donné la vie après tout ça, tu ne peux que être reconnaissant envers Dieu, mon ref. Parce que tout ce que j'ai demandé à Dieu, c'était d'avoir la vie. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Je te promets que je ne vais jamais tuer quelqu'un encore. C'est ce que je disais à Dieu. Je te promets, Dieu, que je ne vais jamais tuer quelqu'un encore. Putain, j'ai des frissons, frère. T'as vu? Et comme je te dis, si tu vois, j'étais mort comme ça, frérot, je ne te mens pas. Ma mort aurait été sale.
Tu sais pourquoi? Lorsque tu meurs comme ça, frérot, ton âme ne se repose pas.